Hassan Belmessous. Entre les murs du Grand Paris. Bonjour et bienvenue dans la deuxième des trois émissions spéciales d'Entre les murs du Grand Paris sur Fréquence Protestante, toujours enregistrée à la base, ce lieu de débat formel et informel situé dans le 11e arrondissement de Paris. Une émission en partenariat avec la revue Esprit que je remercie de s'y être associée. On dit que la mémoire représente le capital de l'esprit, mais ce cerveau qui agit, particulièrement quand la politique est une affaire qui est d'abord une affaire d'être, du moins d'avoir que d'être, fait état d'une mémoire qui n'est pas toujours intacte. J'en étais à ces réflexions lorsque j'ai retrouvé dans mes archives le programme d'Anne Hidalgo pour la campagne des municipales de 2014. Titré « Paris qui ose », j'y ai lu ce passage intéressant sur le logement social. Pour réussir, je veux provoquer un véritable choc. Elle écrit ça en 2014, sur le marché du logement. Je veux bousculer les habitudes, innover, transgresser les frontières territoriales et idéologiques, mobiliser tous les acteurs publics et privés. Je veux qu'en 2020, cette année donc, les Parisiens puissent plus facilement se loger selon leurs besoins, entrer dans un logement plus grand quand leur famille s'agrandit, quitter un logement devenu trop grand et trop cher quand les enfants sont partis ou quand les familles se séparent, pouvoir passer d'un logement social à un logement privé, pouvoir partager un appartement quand on démarre dans la vie. Fin de citation. En matière de logement social à Paris, il faut toujours prendre garde aux promesses qu'on fait, car quand la réalité se fait jour, honnête et brutale, elle n'a que faire des « je veux » ou de sa variante « c'est ainsi ». Peut-on encore loger le peuple, pour reprendre le titre d'un livre de Jean-Paul Flamand dans du logement social à Paris? La question se pose d'autant qu'en 2018, 249 671 ménages avaient renouvelé ou déposé une première demande en indiquant Paris parmi leurs premiers choix de localisation. Or, sur la même période, ce sont moins de 11 000 logements sociaux parisiens qui furent attribués. 249 000, 11 000 de l'autre côté. Pour discuter de cette question, mes invités sont l'architecte Alexandre Bouton, fondateur de l'agence Urbanact à Paris, et Grégoire Fauconnier, agrégé et docteur en géographie, auteur d'une thèse sur l'application de la loi SRU, Solidarité et renouvellement urbain, c'est l'acronyme de ce sigle, dans le département des Yvelines. Cette loi du 13 décembre donc 2000 qui contraint les villes à abriter au moins 20% de logements sociaux dans son parc locatif, un taux porté à 25% depuis la loi Duflot 1 en janvier 2013. Ma première question, Alexandre Bouton, elle est très naïve. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de faire du logement social à Paris ? En fait, déjà, il faudrait se poser la question de savoir ce qu'est Paris aujourd'hui et de savoir si c'est la bonne échelle pour réfléchir une sorte de solidarité pour loger les gens. Ce qui me semble pas vraiment être au niveau aujourd'hui. C'est compliqué à Paris parce que c'est déjà une ville très dense. Et pour travailler sur quelques opérations, notamment avec Paris Habitat, où on essaye de valoriser des fonciers, quand je dis valoriser, c'est-à-dire construire des logements sociaux sur des fonciers qui sont déjà très denses. Enfin, il faut imaginer la réaction des habitants qui sont autour, quoi. C'est une certaine forme de résistance. C'est très très compliqué. On est sur des terrains qui sont déjà très artificialisés, très construits. Alors on y arrive, mais c'est vraiment un urbanisme d'acupuncture, quoi. C'est au chausse-pied. Chaque logement gagné est un logement durement gagné. C'est pas à la hauteur des enjeux. C'est pas à la hauteur des enjeux. Et quand on regarde... Alors bien sûr, tout le monde veut habiter Paris. Alors c'est quoi Paris ? C'est le centre du périphérique, c'est le centre de la 86, c'est une tâche urbaine qui va jusqu'aux confins des limites de l'Île-de-France. La question pour moi, elle est là. Elle est comment on invente
demain un organisme qui est capable de penser des péréquations financières, c'est-à-dire de récupérer de l'argent à un certain endroit parce que le foncier se vend plus cher et que des fonds d'investissement internationaux sont capables de mettre de l'argent pour le réinvestir dans des banlieues de Paris qui sont aujourd'hui un peu délaissées et où peut-être certains logements sociaux ont été trop concentrés pendant les dernières décennies. Grégoire Fauconnier, vous avez travaillé sur la loi SRU, on sait qu'elle a été fortement combattue lorsqu'elle avait été mise en place par le gouvernement Jospin en 2000. Jospin qui n'était d'ailleurs pas très convaincu par ça. Il faut se rappeler que c'était une sorte de concession faite au Parti communiste. On était à l'époque de la gauche plurielle. Alexandre Bouton parlait des résistances. Vous avez donc fait votre travail de recherche dans les Yvelines. On sait que c'est compliqué de faire du logement social à Maisons-Laffitte, par exemple, ou à Chatou, ou à Rambouillet. Ces résistances, est-ce que finalement, elles n'ont pas été nourries aussi parce que aujourd'hui, un maire qui veut se faire réélire, il a intérêt à ne pas faire du logement social et davantage répondre à l'envie d'entre-soi de sa population, de son électorat? Effectivement, moi je pense que c'est le problème principal. Il y a une recherche d'entre-soi qui provient essentiellement des ménages aisés. Et c'est pour ça que finalement, dans cette optique, la politique d'Anne Hidalgo est quand même assez courageuse. Et aussi celle de Bertrand Delanoë auparavant. Puisque de 2001 à 2025, le taux SRU de la Commune de Paris va passer de 13% à 25%, si les objectifs sont respectés. Et c'est quand même une progression tout à fait sensible, notoire, et qui tranche notamment avec ce que j'ai pu observer dans les Yvelines. À vrai dire, je pense que bien sûr que le débat doit porter sur le logement social, mais également sur le logement privé. Parce que même dans l'hypothèse absolument optimiste et à mon sens irréaliste, selon laquelle toutes les communes respecteraient la loi SRU, ça ne serait quand même que 25% de l'ensemble du parc des résidences principales. À Paris, le problème fondamental, c'est celui du parc privé et de l'explosion des prix. On est à plus de 11 000 euros le mètre carré, et même avec une politique tout à fait volontariste sur le logement social, le problème du parc privé demeure et empêche aux classes moyennes d'obtenir un logement. Donc la question de la résistance, effectivement, est fondamentale. Ça, c'est ce que j'ai pu observer sur le terrain. Et en cela, je pense que la loi SRU et ses difficultés d'application trahissent une sorte de fait social total qui en dit long sur l'état du vivre ensemble en France. J'ai cru déceler en Grégoire Fauconnier implicitement une forme de critique au constat que j'avais établi, mais vous avez raison, c'est ça aussi c'est pas le débat. Mais très franchement, est-ce que, sachant que le logement social à Paris, on sait qu'il est très fortement localisé dans l'Est parisien et extrêmement mineur, du moins minimisé dans l'Ouest parisien et voire dans le centre de Paris, avec, on l'a vu aussi, le boom de Airbnb, entre autres, ces locations-là, qui ont retiré du marché finalement des logements. Est-ce que le constat finalement global qui rapprocherait les 25% n'est pas une sorte de fauné du réel? Je trouve quand même que là aussi, même sur les arrondissements de l'Ouest, il y a eu une politique volontariste, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été aboutis, qui d'ailleurs ont coûté, à mon avis, très cher à la mairie de Paris et qui ont permis la réalisation de plusieurs centaines de logements sociaux. Si on devait un peu critiquer la politique de construction de logements sociaux à Paris et ailleurs, dans le cadre de la loi SRU, je dirais qu'il faudrait se focaliser sur l'aspect qualitatif de ces logements. C'est-à-dire que souvent, ces logements sociaux n'ont de sociaux que le nom. C'est-à-dire que il s'agit souvent de résidences étudiantes, de structures collectives type EHPAD, type foyer de jeunes travailleurs. Donc finalement, on construit des logements sociaux, intégrés en tout cas en tant que tels par l'inventaire SRU, et pour autant, on ne crée pas la mixité sociale recherchée par le législateur. Alexandre Bouton, vous êtes architecte. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que Paris puisse construire partout du logement social? Je rappelle ce fait-là, lorsque vous avez parlé de Bertrand Delanoë, Jean-Yves Manot, quand il est premier adjoint
adjoint au logement de Delanoë, ils avaient lancé cette politique d'acheter du patrimoine, privé pour finalement le faire rentrer dans le parc locatif. Et au bout de 3 années, ils ont cessé, puisque ça coûtait très cher. De la même façon qu'on a toujours considéré que le problème à Paris, c'est le foncier qui est très cher. C'est pour ça que d'aucuns proposent de municipaliser les sols. Vous, en tant qu'architecte, est-ce que vous pensez qu'on peut sortir finalement de cette équation-là ou pas ? De l'équation de transformer du logement social... De faire du logement social partout, au-delà de ces questions de résistance. En fait, on n'en fait pas assez aujourd'hui. En faire partout. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est celui de la ségrégation. On a fait beaucoup de logements dans les années 70 qu'on a concentrés à des endroits où ils étaient peu accessibles, où ils étaient complètement confinés, reclus derrière des barrières. Moi, je travaille dans certains quartiers nord de la ville de Marseille, encore aujourd'hui, mais c'est inadmissible de laisser des gens habiter dans ces conditions-là. Il faut que l'État, il faut que la ville, les métropoles, les régions prennent leurs responsabilités. Après, qu'il faille construire du logement social dans les villes qui n'en aient pas assez, pour que les villes qui en ont trop puissent pouvoir partager et que tout le monde participe à un effort qui permet à chacun d'habiter dans des conditions dignes, c'est vraiment le sujet, quoi. Mais ils vous disent quoi, vous, les politiques ? Quand vous rencontrez des politiques à l'occasion d'appels d'offres, à l'occasion de concours, à l'occasion de... Moi, j'ai jamais vu d'élus qui s'opposaient à la construction du logement social. Moi, j'ai jamais vu ça. Je travaille aussi bien dans les Yvelines avec des maires plutôt de droite. Je travaille aussi bien avec des élus de gauche à Marseille, à Nantes, à Strasbourg. Si on reste en région parisienne. En région parisienne, le problème, encore une fois, c'est ce que disait M. Fauconnier, c'est le rejet de l'autre. C'est le rejet de l'autre. Il faut repenser le logement social par rapport à ce qu'il permet en termes de solidarité. Une fois que vous avez établi devant une population ce à quoi servait le logement social, c'est-à-dire loger des jeunes, c'est-à-dire que les personnes qui ont le plus d'argent et qui s'imaginent que le fait d'avoir un logement social, ça va être une manière de ségréguer les plus pauvres, d'avoir des indicateurs de délinquance, de taux d'illettrisme, de taux d'alcoolisme qui vont exploser. Oui, mais pourquoi les gens ont cette vision-là du logement ? Parce que c'est l'État aujourd'hui. C'est l'état de fait, c'est comme ça aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on hérite d'une manière de construire le logement qui s'est fait durant le siècle dernier. Il faut refonder une autre manière de construire le logement social d'aujourd'hui. C'est pas ce qui a été construit aussi bien la fameuse Sarcellite, du moins le logement social à Sarcelles. Roger Després était là dans l'émission précédente à Nanterre, la cité Pablo Picasso ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est du logement de standing. Non, mais c'est du logement de standing. Le sujet, il n'est pas là, encore une fois. Le sujet, c'est que si je démolis un logement social à un endroit pour le reconstruire ailleurs, déjà, quel logement social je démolis ? Est-ce que c'est vraiment intéressant de le démolir ou pas ? Selon les aspects patrimoniaux, quelle valeur a la construction ? Quelle solidité est là ? Quelle pérennité est là ? Si j'investis 40 000, 80 000, 120 000 euros par logement en termes de réhabilitation, est-ce que je lui donne 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans de durée de vie ? Si j'investis 120 000 euros par logement et que je le démolis dans 5 ans parce qu'il ne tient plus debout, c'est intéressant d'investir 120 000 euros par logement ? Non, c'est pas intéressant. Ça, c'est l'aspect patrimonial. Après, il y a l'aspect humain. Qui sont les gens qui habitent là ? Est-ce que j'ai 200 personnes qui sont ségrégées ou est-ce que j'en ai 5 000 ou 10 000 ? Avec quels indicateurs de paupérisation, de pauvreté, qui sont concentrés à quel niveau ? Et comment derrière, si je démolis, je reconstruis où ? Si je démolis à Nanterre, qui est déjà à 56 ou à 70% de logements sociaux, et que je reconstruis à Nanterre, qu'est-ce que j'ai gagné en termes d'ouverture du parc social, en termes de parcours résidentiel des habitants qui sont là ? J'ai rien gagné, en fait. Vous voyez ? Grégoire Fauconnier, finalement, la question du logement social, finalement, elle est minée par son identité, à savoir le logement des Arabes, le logement des Noirs, le logement des pauvres, le logement des délinquants, et que même si aujourd'hui on construit différemment, même si aujourd'hui je parle des nouvelles constructions,
Parce que quand vous allez aujourd'hui encore à la Grande Borne, au 4000 ou ailleurs, les défaillances de bailleurs ou de politiques, elles sont quand même extrêmement importantes. Est-ce que c'est pas l'image finalement qui fait que c'est compliqué? Au secours, on nous envahit. C'est ce que disait l'extrême droite. Ménard disait à Béziers, avant ça fonctionnait bien. Sous-entendu, avant quand c'était occupé par des familles françaises. Si, effectivement, je pense que c'est le problème fondamental. C'est-à-dire que le logement social, l'image du logement social est aujourd'hui complètement dégradée. D'ailleurs, le terme logement social est petit à petit remplacé par d'autres termes, logement aidé, comme s'il fallait absolument euphémiser le logement social. Et derrière cette résistance au logement social, effectivement, moi, ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est une peur de l'autre. Une peur de l'autre, une peur, comme vous le disiez, de l'immigré, de la famille immigrée notamment. Et c'est pour ça que j'ai comme l'impression que les communes cherchent à construire essentiellement des petits logements, de façon à éviter à tout prix la famille nombreuse immigrée. Et c'est là où, quand même, il y a aussi des signes de satisfaction. C'est-à-dire que dans certaines communes volontaristes, et il y en a, et notamment dans les Yvelines, les maires qui se sont engagés vers une politique de construction de logements sociaux se rendent compte que finalement, ça se passe plutôt bien. Les habitants des logements sociaux vont apporter une nouvelle dynamique à la ville, dynamique démographique, dynamique commerciale, au niveau dynamique aussi au niveau de la vie de la ville, tout simplement. Et finalement, il n'y a pas tant de problèmes que ça de coexistence. Et moi, je crois que justement, la loi SRU, c'est pour ça que je pense que la loi SRU est une grande loi républicaine, dans la mesure où elle doit permettre de faire société, de faire en sorte que les Français qui aujourd'hui, dans toute leur diversité, ne se rencontrent plus, puissent se rencontrer à nouveau. Et cette logique ségrégative, elle provient encore une fois essentiellement des communes aisées. En ce qui concerne les logements sociaux qui sont construits justement dans les communes plutôt favorisées, ça marche bien encore une fois, et en fait ça met en évidence une idée selon laquelle la minorité peut apporter à la majorité qui en retour apporte à la minorité. Alexandre Bouton, donc je rappelle que vous êtes architecte, fondateur d'Urbanact. Une question quand même qui m'interpelle. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui un architecte, quand il concourt pour la construction d'un programme de logement social, il ne doit pas non seulement convaincre l'élu, mais il doit aussi convaincre le voisinage que le quartier, que le petit ensemble qui va émerger ne va pas dévaloriser le patrimoine de ceux qui sont propriétaires autour, ne va pas mettre en danger l'école des enfants parce que sinon c'est une école qui fonctionnait bien et qui va se retrouver en ZEP. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un travail finalement social que l'architecte doit se coltiner pour pouvoir finalement construire, ce qui serait quand même assez incroyable. C'est réel, c'est ça, oui, et c'est vrai pour le logement social, mais c'est vrai aussi pour toute construction aujourd'hui. Dès que vous voulez construire quelque chose, et quoi que ce soit, on a travaillé sur une opération de construction d'une école dans Paris avec 110 logements sociaux autour. Les habitants qui habitaient à côté sont venus en séance de concertation pour dire que les enfants, c'était pas possible, que ça criait, que ça faisait du bruit, que ça allait les réveiller le matin, que c'était inadmissible. Et alors c'était magnifique à cette séance de concertation de voir une dame d'origine africaine habillée tout en couleur comme ça, qui se lève pour dire « Mais je ne comprends pas pourquoi l'enfant est un problème. Je ne comprends pas. » Après, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que dans tous les quartiers où je travaille, moi, à Marseille, qui sont des quartiers parmi les plus ségrégés en France. C'est-à-dire quand on regarde à l'échelle de la métropole de Marseille, ou quand on regarde la ville de Bondy, sur laquelle je travaille depuis 15 ans maintenant, en fait, c'est des villes extrêmement ségrégées. Par contre, quand vous rentrez dans les logements sociaux, et que vous observez finement les choses, que vous rentrez dans les cages d'escalier, et que vous voyez la solidarité qu'il y a entre les habitants, parce que dans une cage d'escalier, il y a plusieurs communautés. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres et d'autres qui le sont moins. Il y a des gens qui savent lire, il y en a d'autres qui ne savent pas. Et il y a une solidarité qui se met en place. Et cette solidarité-là, on devrait en parler beaucoup plus, parce que pour moi, elle est vraiment le symbole de ce que devrait être une ville écologique, justement, comme vous en parliez tout à l'heure. En fait, le problème latent qui domine, c'est la responsabilité du politique. Puisque construire du logement, sachant que le maire, c'est lui qui donne le permis de construire, c'est un acte politique.
Donc si l'architecte se retrouve finalement à pacifier un territoire, à apaiser les voisins, que les tribunaux sont là pour finalement maintenir un projet en du moins en stoppant les recours, le politique là-dedans, est-ce qu'il n'a pas aussi démissionné? Il y a quand même une statistique qui est invariable depuis très longtemps, c'est que 70% de la population française peut rentrer dans du logement social. Ça veut dire que le maire, il a peut-être ses enfants, quand il quitte la maison pour aller faire des études dans une grande ville, à Paris ou ailleurs, premier logement dans lequel ils vont habiter, c'est du logement social. Que ce soit une cité universitaire, un studio Crous ou je ne sais quoi. Mais complètement, et justement, en fait, le logement social permet, au travers des différentes opérations réalisées, de favoriser le parcours résidentiel. C'est-à-dire que le logement social peut s'adresser aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux jeunes couples, et puis aussi à ceux qui auront vocation à rester dans ce type de logement. Donc le logement social, ça peut vraiment être une chance pour la ville. Et je crois justement, vous avez raison de souligner l'importance du volontarisme politique. C'est-à-dire que la loi SRU, elle repose sur la détermination des maires. Et sans détermination des maires, il est impossible de construire des logements sociaux et a fortiori, bien entendu, de respecter la loi. Je vous posais cette question parce que j'ai souvenir qu'il s'est passé un fait extrêmement grave en 2014. Un certain nombre de candidats avaient été élus en promettant de stopper des chantiers de construction de logements sociaux, chantiers qui avaient démarré, donc sachant qu'ils perdaient au tribunal administratif. Donc on peut pas. Ce qui veut dire qu'on est dans une sorte de cynisme là, de position. Qu'est-ce que Alors ça, effectivement, je l'ai remarqué aussi dans mon enquête. Hélas, 3 fois hélas, les candidats qui promettaient de ne pas aboutir les projets de logements sociaux étaient souvent élus. Pour autant, une fois devenu maire, il se rendait bien compte que le projet allait continuer et que soit il payait une très très forte amende, soit les logements sortiraient de terre. Donc les maires, finalement, se font élire sur de fausses promesses et finissent par réaliser des logements sociaux, mais des logements sociaux un peu autres, type structure collective, donc résidence étudiante, EHPAD, c'est-à-dire, encore une fois, des logements sociaux qui permettent d'éluder la mixité sociale. Alexandre Bouton, pour finir, est-ce que vous avez en tête un projet, du moins une construction que vous avez vous-même fabriqué, bâti, ou des choses que vous avez vues construire, dont vous dites finalement c'est ça. Voilà. Il y a des modèles, il y a des choses finalement qui ne demandent qu'à être reproduites. Plutôt que de faire les choses, j'allais dire, de façon soit discrète. Moi, je me souviens d'une architecte, Catherine Furet, qui m'avait dit à l'époque, quand on fait du logement social, au départ, on y va de façon très modeste, de façon discrète au sens où il faut surtout éviter le contre, que le contre domine le projet. Ce qui fait que ce contre-là, il pourrait écraser toute tentative de faire des choses. Est-ce que vous voyez est-ce qu'il y a des cas des constructions récentes, je ne parle pas de... vous parliez de Marseille, je pense à la construction de Le Corbusier, qui est aujourd'hui présentée comme un modèle. Je ne me souviens plus du... La Cité radieuse. Ouais, la Cité radieuse. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Disons que la question qui a été posée par Grégoire, là, elle est fondamentale. Il y a cette question de savoir si le logement, le logement social, est-ce que c'est un produit comme un autre ou est-ce que c'est un bien de première nécessité ? En fait, ça dépend qui on est, quoi. C'est-à-dire pour certaines personnes qui ont les moyens, c'est un bien comme un autre, quoi. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai 10, voilà. Il y en a qui ont les moyens. Et puis pour d'autres qui n'ont pas les moyens, c'est plus qu'un bien de première nécessité, c'est un bien vital. Et c'est là où il ne devrait pas y avoir de débat possible. On parle de ce qu'on appelle le droit au logement. Le droit au logement, le droit à la ville aussi, mais le droit au logement, c'est-à-dire on n'a pas à débattre, c'est comme l'impôt, quoi. Est-ce que je débat de savoir si je vais payer mon impôt parce que j'ai gagné de l'argent ? Non, je débat pas, quoi. Je participe à l'effort collectif, je participe à l'intérêt général. Le logement social, c'est la même chose. Et donc par rapport à ce que vous me dites sur le logement social, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme élément, je dirais, d'innovation ? Je suis pas sûr que ça vienne du logement social comme
logement institutionnel, institué, ça vient. Par exemple, on voit aujourd'hui des femmes seules qui sont dans un niveau de précarité terrible, qui inventent en fait des logements. Elles achètent des grands appartements qu'elles pourraient pas se payer toutes seules. Elles vivent chacune dans une chambre autonome. Elles partagent une grande cuisine avec un grand salon où les enfants peuvent jouer. Elles se solidarisent parce que de temps en temps, elles se partagent les gardes. Donc quand il y en a une qui va bosser ou qui a un entretien, voilà, ça c'est intéressant. Souvent, j'emmène des gens en Europe du Nord parce qu'en Europe du Nord, le logement social, donc il est construit dans toutes les opérations. Il est imposé, c'est obligatoire, ça se débat pas. Et on est quelque part un peu héritier du logement social, c'est-à-dire les gens sont intéressés à l'entretien du logement dont ils sont locataires parce qu'ils sont intéressés à la réduction des charges. Donc plus ils s'investissent dans le logement, plus on réduit leurs charges. En France, quand vous êtes locataire d'un logement social, je l'ai vu dans plusieurs logements, si les gens ont refait la cuisine, ont retapé, ils se font engueuler par le bailleur. Mais tu me remets, quoi, t'as mis un carrelage, mais tu remets le lino pourri que j'avais mis. Mais on marche sur la tête, quoi. C'est... Oui. Écoutez, c'est sur cette conclusion qu'on se termine. C'est vrai que le lino, c'est moche. Hein. Donc, c'était la deuxième émission enregistrée depuis la base, en partenariat avec la revue Esprit, sur le logement social. C'était Entre les murs du Grand Paris, une émission sur Fréquence Protestante, que vous pourrez écouter sur le podcast de la radio. À bientôt.